Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous estimez que l'ambassadrice Nikki Haley a été particulièrement ferme avec le gouvernement congolais? Oui et non. Donc, le ton dans lequel elle s'est exprimée, oui, c'est clair que c'est pas le grand amour entre les États-Unis et le gouvernement de Joseph Kabila, mais le contenu du message n'est pas particulièrement ferme. D'ailleurs, je pense que le contenu du message manifeste finalement ce qui s'est dit dans les coulisses au niveau des diplomates occidentaux depuis un certain temps. Et c'est que la seule voie d'aller en avant, c'est à travers le processus électoral. Oui, il faut mettre du pression sur le gouvernement Kabila, mais la démission du président Kabila n'est pas sur la table. Ça, c'est en contradiction, en divergence avec ce que toute l'opposition et la plupart de la société civile dit. Ce sur quoi elle a insisté comme moyen de pression, c'est qu'elle a affirmé que la communauté internationale ne paierait pas ou ne financerait pas les élections si elles avaient lieu au-delà de 2018. Or, c'est ce que la communauté internationale a toujours posé. Actuellement, elle ne finance pas les élections en RDC, justement parce qu'il n'y a pas de calendrier consensuel. Je pense d'une certaine façon ou d'une autre, au niveau international, on cherche où on peut avoir encore un peu de pression. Ils ont essayé à travers les sanctions, ils n'ont pas réussi à avoir les concessions qu'ils voulaient. Maintenant, ils essaient un peu avec les leviers financiers. Et là aussi, comme vous venez de dire, il est difficile parce que déjà, ils financent pas beaucoup. Je pense que là où ils pourraient faire pression, mais ils ne veulent pas faire pression, c'est le soutien de la MONUSCO au FARDC, à l'armée congolaise, comme levier ou même par principe. Parce que il est clair, comme d'ailleurs souligné dans les récents rapports du secrétaire général des Nations Unies, que les FARDC eux-mêmes sont parmi les abuseurs les plus graves en RDC. On a entendu des critiques de la part de l'ambassadrice américaine sur le fonctionnement ou sur ce soutien de l'ONU au gouvernement de la RDC, mais jamais elle n'a demandé sa remise en cause. Je pense qu'ils ont peur que le président Kabila va utiliser ça comme prétexte pour chasser la mission ou pour diminuer les effectifs de la mission. Je pense qu'il y a beaucoup de monde au sein de la communauté internationale qui sont intéressés, qui pensent que le statu quo n'est pas idéal, mais que le statu quo est meilleur que le départ total de la MONUSCO. Ils ne veulent pas revoir fondamentalement, radicalement, l'implication de la communauté internationale en RDC. En général, et quand vous parlez avec les diplomates, ce qu'il faut dire, c'est que eux, ils disent que oui, il y a certains problèmes par rapport au processus électoral, que oui, il est vrai qu'on est dans un glissement, il est vrai qu'on ne voit pas une bonne volonté du gouvernement congolais, mais nous pensons que le président Kabila, tôt ou tard, doit quitter. Alors, s'il quitte en 2017 ou en 2018, ou même en 2019, le plus important, c'est qu'il quitte le pouvoir et qu'il y ait l'alternance au sommet de l'État. C'est ça l'approche de la communauté internationale. J'ai causé avec un haut gradé, un diplomate de haut grade occidental récemment, et il m'a dit, même si on a une alternance au sommet de l'État, le président Kabila a un successeur que lui proprement, lui nomme lui-même, et s'il truque les élections en son faveur, ça pour nous, c'est du succès. Alors là, on voit vraiment que la définition de succès pour la communauté internationale en RDC est une définition, je dirais, très minimale. Il n'y a plus d'ambition. Je pense qu'il y a la fatigue. Je pense qu'ils ne voient pas d'alternative. Il y a beaucoup de monde qui sont déçus par l'opposition, sont déçus par la société civile. Ils se disent que ce n'est pas aux étrangers, à la communauté internationale de porter l'espoir pour tous les Congolais. C'est eux-mêmes qui doivent le faire. Là aussi, peut-être dans le discours de la communauté internationale, il y a une forme d'ambiguïté parce qu'ils sont les premiers à menacer les leaders de l'opposition de les traîner à la CPI si jamais il y a des manifestations qui dégénèrent. On sait qu'il y a des pressions de ce type. Ouais. Et il y avait une ambiguïté, il y avait une contradiction, je pense, interne dans cette approche. Vous avez tout à fait raison. On l'a vu très clairement exprimé lors des élections en 2011. On a vu cela plus récemment l'année passée, en 2016. Vous avez tout à fait raison. Je pense, en coulisses, on est en train de voir maintenant un petit changement dans le discours des beaucoup de diplomates. Ils se rendent compte qu'ils sont quelque part hypocrites. Comment vous expliquez justement cette stratégie de l'opposition d'appeler ou d'annoncer en permanence des actions politiques, des manifestations, des meetings, qu'eux-mêmes repoussent, et pas seulement à cause de la répression. Simplement, ils annoncent des manifestations et en fait, c'est sans cesse repoussé. C'est ça la grande question. Je n'ai pas de bonne réponse pour vous et je ne sais pas s'il y a une bonne réponse. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'incohérence? Est-ce que c'est la faible capacité de mobiliser? Ma grande crainte, c'est que cela puisse amener à une radicalisation de la manifestation, c'est-à-dire qu'on va commencer à payer les voyous, on va commencer même militariser l'opposition. Cela n'est pas arrivé jusqu'à maintenant.
Et je pense que c'est parmi les grands atouts de l'opposition congolaise que jusqu'à maintenant, ce sont des oppositions pacifiques. Mais si on pousse cela, s'ils sont poussés, il est inévitable que la situation soit déstabilisée.